sait qui veut commencer. Ce serait bien, tu vois, tu nous dis voilà comment tu t'appelles et ce que sont les indignés. Ce serait bien de réexpliquer ce qu'est ce mouvement, comment il est né. Et puis après, c'est ce que vous avez envie de dire, ce qui vous porte, ce qui vous motive, les revendications, tout ça. Et puis on rebondit au fur et à mesure en fonction de ce que vous dites. Bonjour, je suis Biagio, je viens de l'Italie. Et j'ai connu les indignés pour réfléchir. Le mouvement de Porte de Sol à Madrid a été solidarisé pour les Espagnols en Italie. Ils ont fait des manifestations de solidarité pour ce qui a passé avant l'élection en Espagne. Et nous avons continué à prendre des informations de l'Espagne et à chercher de communiquer avec l'Espagne sur ce qui s'est passé et sur comment proposer un changement sur la crise, sur la question de la crise et de la représentance politique et de l'injustice sociale à niveau de l'économie. Et l'indignation, elle passe sûrement par une accuse. Comme les indignés, ils accusent quelqu'un. La première chose, c'est ça. J'accuse. Dans les chants, nous accusons le capitalisme, nous accusons les policiers, la corruption des politiques. Et d'autres fois, les indignés proposent un changement. C'est ça. C'est pas seulement non, proteste. Et déjà, mais c'est un développement des pratiques démocratiques. Et avec cette pratique démocratique, nous travaillons pour construire un processus de décision et d'ouverture sur les autres gens. La première chose, c'est la conscience que seulement avec la conscience on peut lutter contre un système qui cherche d'opprimer les individus et de rendre plus en plus tout seul, cherchant d'individualiser la société et de ne pas mettre ensemble les besoins ou les nécessités de la communauté, de l'homme. Et voilà, les pratiques. Dans la marche, je suis arrivé ici à Paris et je continue jusqu'à Bruxelles. J'avais déjà participé en Italie au début. Après, je suis allé voir à Barcelone où j'ai trouvé un enthousiasme qu'en Italie il n'avait pas. et depuis là, à Madrid, et déjà à Madrid, c'est un pas avant avec les forums sociaux. C'est aussi le premier Nobel de l'économie, le le secrétaire de FMI appuyé a dit c'est bon les mouvements en cherchant des solutions à cette question de la crise. Et maintenant jusqu'à Bruxelles à voir qu'est-ce que ça passe. Je sais pas. Au niveau de l'Europe, le mouvement il a émergé en Espagne. Pourquoi en Espagne? La situation elle est pire qu'ailleurs. Moi j'ai vécu 1 mois et demi sur la place Catalunya à Barcelone. Je suis arrivé le 3e jour qu'on campait là-bas. On était à peu près 400. Alors tous les jours à 9h on faisait des casserolades et on remplissait toute la place, même les rues à côté,
de gens qui faisaient du bruit parce qu'ils étaient vraiment indignés avec le système politique qu'on a, la crise, la manque de travail en Espagne et une éducation pas du tout publique et qu'on peut pas y rentrer. Après, qu'est-ce que tu as vécu personnellement? Comment c'était personnellement au niveau humain, tout ça, sur la place Catalogne? Au niveau humain, c'était vraiment impressionnant parce qu'on ne se connaissait pas, mais c'était comme une grande famille sur la place. Et on l'a vu vraiment le jour du délogement, alors le 27 mai, quand on s'est vu enfermés dans la place à 200 personnes. Ils nous ont entouré la police et dehors de la place, ils ont encore fait un autre cercle et il y avait des milliards de personnes qui sont venues nous aider. Et alors nous, on n'a pas reçu des coups de matraque, on n'a rien reçu dedans jusqu'à la dernière tente. On a seulement reçu ça. Mais dehors, ils tiraient sur tout le monde, ils matraquaient sur tout le monde et on a vu comme ils frappaient sur des anciens, des anciennes, des enfants, des gens en fauteuil roulant, mais on était tous là pour tout le monde. On s'est aidé un peu entre tous. Et le jour après, le même jour, on a repris la place. La police elle a dû partir parce qu'on était trop de monde pour eux. Alors on a recommencé à mettre le campement. Et le jour après, c'était la finale de la Champions League. Alors il y avait le Barça. On a rempli encore une fois toute la place, pas seulement des personnes indignées, sinon des gens qui sont avec le Barça de tout cœur, qui sont venus nous aider. Parce que juste à côté de la place Catalonia, il y a les célébrations quand le Barça gagne. Et on a bloqué toutes les portes avec des barrières humaines, avec des panneaux de résistance pacifique, parce que les hooligans, ils essayaient de rentrer dans la place, et la police, ils les conduisait dedans, pour avoir de la violence dedans et pouvoir nous déloger une autre fois. Et ils n'ont pas réussi à rentrer. Et c'est une des expériences les plus belles que j'ai vues jamais, de voir les gens quand ils bougeaient pas devant la violence de la police. Et c'était là vraiment parce qu'ils pensaient que ça sert à quelque chose d'être sur les places. Donc votre mouvement, il trouve un vrai écho au sein de la population espagnole. Les gens, ils se mobilisent et ils se retrouvent dans votre mouvement? Ouais, c'est tout le temps très écouté. Dans toutes les manifestations, dans toutes les concentrations qu'on fait, il y a plein de monde. Même si c'est même quand c'était quand on a campé au Parlement, on attendait plus de monde, mais on était déjà à 3000 personnes ou 4000 peut-être. Même quand il y a eu les élections, on a eu plein de monde aussi contre la loi Omnibus, que c'est un changement de plus de 80 lois espagnoles. On a eu aussi plein de monde. Même le jour du 19 juin, on a eu une grande manifestation. On a eu, depuis la place Catalogne jusqu'au Parlement, quand les premiers de la manifestation arrivaient au Parlement, les derniers, ils n'avaient pas encore sorti de la place. Et donc le mouvement, il s'est mis en marche depuis plusieurs mois déjà. Est-ce qu'il y a déjà des impacts sur les politiques espagnoles, sur le mode de fonctionnement? Est-ce que ça a fait bouger les choses aujourd'hui? Je pense que pour l'instant, ils nous écoutent, mais ils veulent pas changer leur manière parce qu'ils sont bien dans leur pouvoir. Les privilèges. Oui, et les privilèges. Mais je pense qu'on va y arriver parce qu'on mobilise vraiment plein de monde dans toute l'Espagne. Même dans les petits villages, on a des assemblées 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, dans les quartiers, dans les villes, partout. Et je pense qu'on va changer quelque chose. Même si c'est pas demain, c'est pas la semaine prochaine, mais je pense qu'on va y arriver. D'autant qu'il y a une mobilisation qui se met en place dans les autres pays par rapport à ce que vous avez vécu du coup là en France ces derniers jours ou ces dernières semaines. Comment vous qualifieriez la mobilisation en France par rapport à celle qu'il y a pu y avoir en Espagne ou dans les autres pays? En France, après, le contexte politique et social, je pense qu'il est différent. La crise, elle n'est pas aussi virulente. C'est un peu le début en France. Les plans d'austérité viennent de passer, mais c'est des petites mesurettes, quoi, on va dire. Et du coup, oui, il y a une forme de solidarité qui s'est créée par rapport au mouvement espagnol. Il y a à peu près plus d'une 40aine de villes qui ont pris la place et qui continuent de la prendre, même si
Pour l'instant, ça reste marginal, mais c'est au moins il y a une existence du mouvement indigné en France, mais qui est certes marginal, mais qui existe. Je sais pas, on parlait de l'ampleur de la mobilisation, de l'impact du mouvement sur les Français. T'as l'impression qu'ils se sentent concernés quand même? Alors moi, pour avoir discuté avec des Français lambda, on va dire, ils pensent que le gouvernement touchera jamais au service public de l'éducation et de la santé, que ce n'est pas possible, alors qu'ils ont déjà commencé à le faire réellement, et que on vivra pas la même crise que les Espagnols. Voilà, c'est toujours le même truc, c'est pire chez le voisin, mais chez nous ça va, tu vois. Mais du coup, on essaye vraiment de faire un travail de fond avec ce mouvement-là, de dire non, la crise elle va nous arriver dans la gueule, il faut se mobiliser maintenant. Du coup, je pense que ça bougera en France quand ça prendra peut-être pas la même forme que le mouvement des indignés, mais ça bougera un moment quand la crise sera vraiment présente et quand elle sera très virulente et qu'on commencera à privatiser complètement les services publics et les choses banales, quoi, le logement, les énergies, la bouffe, tout ça, quand tout va augmenter et que les gens pourront plus vivre normalement, mais devront survivre dans ce système-là, ils se mobiliseront. Et le but, c'est de les amener vers ce mouvement-là qui est, je pense, une des solutions pour changer ce système-là. Et les Espagnols disent pas que c'est pas un mouvement qui est contre le système. Ils disent que c'est le système qui est contre nous. Et du coup, ils essayent vraiment de faire un travail de fond, donc dans les quartiers, par exemple, où il y a vraiment un travail de fond énorme qui est fait. Et le but, c'est d'organiser les gens à la base, quoi, et de faire sans le système, parce que vu qu'il nous veut pas, il nous refuse. Donc nous, on va s'organiser la base, le peuple. Et du coup, donc ça peut prendre comme forme dans la province espagnole d'aller faire du porte-à-porte et de recenser tous les gens qui sont en chômage et de les mettre en commun pour qu'ils s'entraident et qui se donnent des services. Par exemple, je suis plombier, je vais donner mon service à une femme qui est prof ou inversement. Il y a ça qui est en train de se créer. Sinon, ce serait bien que tu parles de ce qui s'est passé sur la Puerta del Sol, qui est assez impressionnant. Il y avait des groupes de travail. Ouais, je pense que c'est important de parler de l'organisation et de comment tout ça aussi ça se met en place, parce que ça va pas de soi d'organiser un mouvement pareil, et en même temps ça se passe dans différents pays. Là, on pourra aussi parler de la marche qui va finir à Bruxelles. Comment vous vous organisez, comment ça se met en place et comment chacun peut trouver sa place là-dedans? Comme c'était sur la place Catalunya ou comme c'est sur la marche? Les deux en fait. J'explique sur la place, tu expliques sur la marche. Okay. Sur la place Catalunya, on s'avait organisé en différentes commissions. On avait une commission cuisine qui s'occupait de faire à manger. Et alors, il y avait plein de monde qui nous ramenait à manger. Mais la cuisine, elle était pleine de manger que les gens nous donnaient. On avait des commissions d'action pour tout ce que c'était des mobilisations, des concerts et tout. On avait une commission de son pour les assemblées. On avait des commissions de diffusion pour expliquer partout où il y avait déjà des assemblées ou sur les radios des villages où il n'y en avait pas, comment ça se passait et qu'est-ce qu'on était en train de faire. On avait une commission d'infrastructure qui s'occupait de tout le matériel dans lequel j'étais dedans. On avait des commissions d'écologisme. Alors on recyclait tout le matériel qu'on utilisait sur la place, même toutes les canettes dans la place, c'était après des cendriers. On avait des commissions d'immigration. Éducation. Oui, éducation aussi, qui travaillait avec les enfants. On avait la bibliothèque qui marchait très bien. C'était une bibliothèque où on échangeait les livres. On avait aussi une commission de santé, une commission de santé. Alors tout le temps quand on avait des problèmes, on était enrhumé, n'importe quoi, on allait là-bas. On avait aussi des physiothérapeutes qui nous faisaient des massages parce qu'on était tout le temps en train de travailler, on dormait 3 heures par jour ou même pas. On avait une commission internationale qui travaillait dans avec tous les pays où il y avait des campements ou des assemblées où ils passaient l'information. Et après, le travail qu'on faisait sur les commissions, on avait une assemblée d'intercommissions où on disait tout ce qu'on avait fait.
Et on faisait une liste et on portait à l'Assemblée Générale qu'on parlait avec tout le peuple. Par contre, intercommission, c'était pas fermé au peuple, mais c'était juste pour mettre le travail en commun. Et sur l'AG, on parlait de ce qu'on avait fait et ce qu'il fallait faire sur le moment. Et on travaillait comme ça tous les jours. Donc à l'intérieur du mouvement même, c'est ultra démocratique et chacun met sa pierre à l'édifice en participant à une commission. Et ensuite, est-ce que tu peux parler un peu plus des AG ? C'est quoi l'enjeu des AG ? Comment ça s'organise ? Explique. J'étais pas en AG, moi. Bah, ça marche pareil Kiki. Ici. Bah, tu y étais, toi, non ? Les assemblées À Barcelone. Ouais. Des AG, c'est quoi ? Les assemblées générales. Ah. Sur la place Catalogne, de parler un peu du fonctionnement. Quand est arrivé un cantateur islandais, parce que l'Islande c'est le modèle, plus ou moins. L'Islande a décidé de ne pas payer le débit public de la banque, de ne pas payer le débit public pour les banques, fait pour les banques, et de reconstruire une nouvelle constitution. C'est la première tentative de reconstruction constitutionnelle en réseau. C'est quoi? Comment dire? Network. En réseau. En réseau. Tout le travail organisé, les propositions de mouvements organisés, et ne savait pas la nécessité de rester sur les places. Déjà les mouvements sur les quartiers. Et depuis là-bas, ils ont commencé les marches jusqu'à Madrid pour diffuser et pour amener les pratiques assemblaires et pour faire participer les gens des différents villages. Dans chaque village, les gens avant démontraient leur indignation et ce que faltava. Manquait à le village. Et les gens qui marchaient, ils ont écrit tout ça. Et après les propositions que le peuple avait besoin et que cherchait au gouvernement. Chaque village cette pratique et depuis tous les points périphériques d'Espagne, ils sont convergés à Madrid. De Barcelone, nous sommes partis 70 personnes, mais ils sont arrivés 500. Il y a 500. Et une fois à Madrid, tous les marches ont fait une assemblée intermarche pour voir ce qui s'est passé et pour écrire un document de ce que les villages ont dit et les personnes âgées, tous, on propose pour un changement au gouvernement. Ce document a été entregado al Parlamento. Remis au Parlement pour notre infiltré au Congrès. Ouais. Le Rubalcaba, c'est le Rubalcaba a lu le document à tout le monde. Ça c'est pas un succès, mais le travail de tous les marches, il en a eu un début. C'est un petit succès parce qu'il ne représente pas de toute façon. Et c'est ça. Je vais dire que pour moi, si c'est un succès, parce que quand on a fait la grande manifestation d'arrivée de les marches à Madrid, on s'est trouvé que le Congrès il était bloqué pour la police. Alors on ne pouvait pas s'approcher. Juste les gens qui étaient super bien habillés, d'autres nationalités ou qui allaient vers les hôtels super chers à côté du Congrès, pouvaient passer là-bas. Et nous, même si on disait qu'on n'était pas indignés et tout, on ne pouvait pas passer. On a essayé vraiment plein de fois.
Alors on a décidé de faire une assemblée devant la police, avec la police, même s'ils ne participaient pas, qui nous écoutent. Et ça ne marchait pas. Alors on a campé devant. Et je ne sais pas si le jour après ou 2 jours après, quand on ne pouvait pas encore passer, on a eu des gens qui sont bien habillés en costume, ils sont bien habillés. Ils sont approchés au congrès, ils ont dit qu'ils ne sortaient pas de là-bas jusqu'à qu'ils ne lisaient pas tout ce qu'on avait écrit. Alors c'est un petit succès, mais c'est important aussi. Après, il y a une image forte qui s'est passée place Catalogne. C'est la police qui avait fermé la place à Catalogne pendant. Enfin, il y avait des directives d'un haut gradé de bloquer la place Catalogne. Donc c'est le Puig. Il a fallu Puig. Ouais, c'est genre un ministère de l'intérieur de la Catalogne. Et donc avec a ordonné de bloquer la place Catalogne pendant 3 jours. Alors les flics ils dormaient que 3 heures par nuit, enfin c'était horrible. Et du coup à un moment donné, je crois que c'est ça, ils ont appelé leur hiérarchie pour leur dire c'est quand qu'on s'en va quoi en gros, et leur hiérarchie en fait était en vacances. Et du coup ils sont partis quoi, parce qu'ils n'en pouvaient plus, ils dormaient 3 heures par nuit, du coup ils sont partis. Et il y a même des policiers en uniforme qui sont intervenus dans les assemblées de la place Catalogne pour parler de leurs indignations. Donc voilà, ça regroupe même de la police, enfin c'est un mouvement large, c'est intergénérationnel et ça touche toutes les couches sociales. Ça vient du petit patronat au marginal quoi, entre guillemets. Voilà, ça. En fait, la police a bien participé au mouvement. Juste une personne anonyme qu'on ne sait pas qui c'est, mais qu'il est venu le jour le 27 mai à 4h du matin. Il a dit dans 3 heures ils vont vous déloger. Je suis de la police, mais je viens tous les jours dans vos assemblées, je vous écoute et je suis pas là comme police, je suis comme là comme une personne de plus, et ils vont vous le déloger, alors faites attention. Alors c'est grâce à cette personne, quand on a réveillé toute la place, on a pu téléphoner tous les médias et on avait une couverture médiatique sur la place. Donc tout le monde se retrouve dans ce mouvement finalement. Ouais. Et sur les différents événements qui ont eu lieu, il y a toujours visiblement beaucoup de forces de l'ordre qui sont mobilisées. Mais je crois que c'est important de rappeler que le mouvement, c'est un mouvement non violent, les indignés. Oui, exactement. Et également, il est apolitique. Apartidiste. C'est-à-dire Apartiste, alors ça veut dire que voilà, c'est un mouvement citoyen. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'espèce de truc où chacun va défendre sa boutique, son parti ou son syndicat, et on vient c'est une démarche personnelle parce qu'on est indigné. Donc du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas de représentation de parti politique ou de syndicat, et qu'on vient en son nom personnel. Du coup, ça évite les espèces de tensions qu'on peut connaître dans les mouvements sociaux entre partis politiques ou syndicats. Et c'est internationaliste aussi. D'accord. Pour les personnes sur Paris ou même dans les autres villes que vous allez traverser en France et qui peut-être qui n'avaient pas entendu parler du mouvement ou qui finalement en écoutant Globe Radio vont se retrouver là-dedans, c'est quoi les prochaines étapes de la marche et comment chacun peut se mobiliser à son niveau? Alors à son niveau, le mieux c'est de prendre la place publique dans son village ou dans son quartier ou dans son arrondissement. Moi je viens de Perpignan personnellement, on a été plus de 150 au début, maintenant on est entre 15 et 20 personnes. Voilà, je pense pas que ça soit le nombre qui soit important, mais c'est le travail et le visuel qu'on donne sur la place publique. Faut se dire qu'il faut être patient, il faut tenir, parce que ce mouvement-là il va prendre un moment, c'est une question de temps. Du coup, même si on est 3-4 sur la place publique, à Bruxelles, à un moment donné, ils étaient dans une petite ville en Belgique, ils étaient 3-4, et ils tiennent encore la place publique, tu vois. Donc, c'est vraiment une question d'envie, en fait. Et pour la marche, alors la marche fonctionne en autogestion, c'est-à-dire que voilà, sans argent. Le but, c'est donc de vivre un peu. Donc, les gens qui sont solidaires avec le mouvement donnent des choses matérielles ou de la bouffe ou des trucs comme ça. Et donc ceux qui veulent participer à la marche, c'est juste une question d'envie, c'est pas une question de fric. Donc voilà, c'est vraiment une question d'envie et donc d'arriver le 8 octobre sur Bruxelles. Et pourquoi à Bruxelles ?
Alors Bruxelles, parce que c'est symbolique, c'est le Parlement européen, c'est là où toutes les lois d'austérité sont mises en place. Et du coup, le but, c'est en fait de la marche dans chaque village, dans chaque ville. Il y a le cahier du peuple, le cahier des doléances, où on fait tourner dans chaque village ou ville où on va pour qu'ils marquent leurs indignations et leurs doléances pour après les apporter au Parlement européen. Voilà le but de la marche, comme la Révolution française. Et le 8 octobre, c'est parce qu'il s'organise quelque chose de particulier ce jour-là à Bruxelles ou j'imagine que ça n'a pas été fixé arbitrairement, si? Alors non, le 8 octobre, c'est l'arrivée des marches sur Bruxelles pour organiser la journée mondiale donc du 15 octobre pour une réelle démocratie partout dans le monde. Donc ça va drainer énormément parce qu'il y a plusieurs marches. Il n'y a pas que ces marches populaires d'Espagne et de Toulouse, il y a aussi plusieurs marches populaires dans toute l'Europe. Et le but, c'est que tous converger à Bruxelles, tout le peuple européen et au-delà, sachant qu'il y a un mouvement des indignés aussi en Israël, donc il y aura des Israéliens et des Palestiniens. Il y aura même des Iraniens. Là, aux États-Unis, en ce moment, aussi, ils se mobilisent. Il y a un jour ou deux de ça, ils ont fait un campement de plus de 3000 personnes devant la bourse de Wall Street. Les médias n'en parlent pas en France, mais pourtant, il y a des milliers de gens aussi aux États-Unis. Et du coup, ça va drainer un peu tous ces gens-là, quoi, qui sont dans le mouvement, quoi, pour se retrouver et se coordonner au niveau international. Vu que la crise, elle est globale, à un moment donné, il faut agir tous ensemble globalement. Ok. Est-ce qu'il y a des messages en particulier que vous voulez rajouter ou des choses qui vous tiennent vraiment à cœur, parce que voilà, c'est pas forcément extrêmement bien relayé dans les médias. Donc voilà, c'est l'occasion. Il y a des choses en particulier que vous voulez dire, que vous voulez partager? Moi, je veux bien parler de ce qui s'est passé à Paris là, lors de notre arrivée. Donc, il y a eu le 17 septembre, donc une journée d'action internationale contre les plans d'austérité, la bourse, les banques et la dette légitime. Et donc, on a manifesté, on est allé à place de la Bastille où on s'est fait réprimer par la police alors qu'il y avait une autorisation sur la place de la Bastille. Il y avait une autorisation et donc un officier nous a lâché que ces ordres venaient directement de Claude Guéant, donc ministre de l'Intérieur, et que le fait qu'il nous ait dégagé de la place alors qu'il y avait une autorisation est complètement illégal, donc il est dans l'illégalité, dans ce qu'a fait Claude Guéant. Et le lendemain, je crois que c'était, on allait on a fait une genre de déambulation sur le trottoir pour aller camper dans un lieu secret où il n'y avait que 3 personnes qui le savaient. Et du coup, ils nous ont arrêtés au boulevard Saint-Germain. Donc, on est toujours non violent, on a contourné la police, les mains levées, et un flic est arrivé et nous a gazé directement. Et après, c'est parti dans une escalade de la violence, des coups de matraque, des coups de pied, des coups de poing. Enfin voilà, alors qu'on n'avait rien d'illégal, qu'on n'était pas là pour provoquer de la violence et tout ça. Donc voilà, on voit vraiment qu'il y a une... Comment ? On vous coupait par la rue. Ouais, on était sur le trottoir, on coupait pas la rue, on emmerdait personne, quoi, franchement. Et du coup voilà, on sent qu'en fait c'est plus nous qui avons peur, c'est ceux d'en haut, quoi. C'est le gouvernement de Sarkozy qui ont peur de nous vu la répression énorme qui sont en train de faire, et il y a une volonté politique que ce mouvement-là se développe pas en France parce qu'ils voient l'impact et la mobilisation que ça a en Espagne, en Grèce, en Israël, aux États-Unis, un peu partout ailleurs. Et du coup après donc c'était hier soir, on a retenté la même chose place de la Bourse, on voulait faire simplement une assemblée, donc on a fait une marche silencieuse fine indienne. Voilà, symbolique de ce qui s'était passé à la répression il y a 2 jours. Et du coup, la même chose, ils nous ont encerclés, ils nous ont gazés, ils nous ont emmenés au commissariat. Pour soi-disant, ils utilisent le prétexte de on ne sait pas qui vous êtes, donc on vous fait un contrôle d'identité. Donc voilà, encore une illégalité, un contrôle d'identité dans la violence, alors qu'il suffit de nous demander notre carte d'identité pour faire un contrôle d'identité. Il n'y a pas besoin d'utiliser la matraque et le gaz lacrymogène pour faire un contrôle d'identité. Et il y a des indignés qui ont été en prison ? Alors ils ont embarqué tout le monde, ils ont fait venir énormément de CRS, des camions, des bus pour tous nous embarquer, nous amener au commissariat. Parce que vous aviez tué qui en fait ?
Comment ? Vous aviez tué qui en fait ? On a tué personne. C'est ça. On voulait juste faire une assemblée, de parler du mouvement aux Français et aux Parisiens. Voilà, c'était notre seul but. Et du coup, voilà, ils nous ont tous emmenés au commissariat, non pas en garde à vue, mais ils nous ont fait un espèce de procès verbal et de contrôle d'identité. Donc ils nous ont gardés à peu près 4 heures en cellule et après ils nous ont relâchés. Et finalement, on a réussi après, vu qu'il n'y avait plus de métro, tout ça, du coup on a dû dormir place de la Bourse. Ils nous ont laissés tranquilles, mais ils nous ont dit pas de tente, sinon on charge. Donc voilà, on a dormi à même le sol avec tapis de sol et sac de couchage. Donc voilà. Donc, aujourd'hui, des indignés, il n'y a personne qui est en prison ou qui est... Alors il y en a qui ont passé la nuit au poste, soi-disant il y a eu une vitre pétée dans un camion de police. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Pour l'instant on ne le sait pas. Voilà. Il y a les voix qu'ils étaient déjà cassés quand ils sont montés dans le bus. Il y a quoi, pardon? Il y a des gens qui disent que c'était déjà cassé quand ils ont monté dans le bus. Donc voilà. Donc non, sinon il n'y a pas eu de garde à vue, tout ça. Mais de toute façon, ils n'ont aucun prétexte pour nous mettre en garde à vue. On n'est pas dans l'illégalité. Donc voilà, c'est juste pour réprimer le mouvement. Moi, je voudrais revenir sur... Ouais, vas-y. Oui, en fait, on est dans l'égalité, pas dans les droits de l'homme, mais dans la France, dans Paris. À Paris, il paraît que si tu as une réunion de plus de 3 personnes, c'est illégal. Sur la voie publique, tu veux dire? Oui. Ouais, c'est la loi LOPSI 2. C'est une nouvelle loi. Si tu dépasses plus de 3 personnes sur la place, tu es considéré comme une manifestation. Ça va devenir un peu compliqué parce que 3 personnes en même temps, c'est un peu vite fait, quoi. Ouais, voilà, ouais. Non, mais c'est une loi complètement liberticide. Ouais, moi je voudrais revenir sur le mot qui est employé pour le mouvement, la revendication d'une démocratie réelle. Comment ça, une démocratie réelle? Genre, on est en France, on est en démocratie, pays des droits de l'homme, elle est pas réelle, la démocratie? C'est un discours que je pense qu'explique bien Saramago, José Saramago, l'écrivain. Il a dit que le pouvoir de los citoyens dans les sphères publiques et politiques, c'est de choisir une fois chaque 4 ans son représentant. Après 4 ans, les représentants ils font ce qu'ils vont. Mais réellement, les pouvoirs de choisir sur l'économie et sur le fonctionnement du monde, ils sont pris pour des institutions pas démocratiques, comme le FMI, l'OCDE et la Banque mondiale. Et alors, il est où la démocratie? C'est ça la question de Saramago. Si le peuple ne peut pas choisir sur les questions d'économie et de tous les sujets et de sa vie, qu'il est en false démocratie. Entonces, réelle démocratie, pouvoir à la parole du peuple, et le peuple peut parler avec les autres et choisir pour soi-même et pour les autres, ensemble. Ouais, en gros, ce qui ressort un peu, c'est nous, on n'a pas voté pour des banquiers ou pour la bourse, on n'a pas voté pour ça, nous, en tant que peuple. C'est ce qu'on dénonce aussi. Et la crise de représentativité des politiques qui, au final, défendent les mêmes intérêts tout le temps. Enfin, que tu votes dans tous les pays, hein, on voit gauche ou droite, au final, ils défendent toujours les mêmes intérêts. Les intérêts des banquiers, du CAC 40, et pas nos intérêts à nous. Ne sont pas démocratiques. Voilà. Les banques ne sont pas démocratiques, ils sont des dispositifs. Voilà. C'est pas ce qu'ils font avec l'argent, notre argent. C'est pas ce qu'ils font. Enfin, on le sait, mais voilà. Et du coup, donc la démocratie réelle maintenant, c'est vrai que c'est assez flou politiquement, on sait pas où ça va et tout. Donc après, c'est le débat, je pense, qu'il y a en Espagne sur quelle démocratie on veut aller concrètement. Donc il y a la démocratie participative, il y a la démocratie directe, il y a... Enfin, déjà, on veut pas cette démocratie-là, c'est déjà un bon point. Donc après, on essaye de trouver quelque chose. Donc je pense pas qu'on puisse maintenant se dire ouais, moi je suis
le mouvement puisse se dire on va prôner une démocratie directe ou plutôt participative. Voilà, je pense que c'est en perpétuelle évolution ce mouvement-là et il prendra le chemin qu'il prendra. C'est simplement, je pense, la conscience de savoir qu'est-ce que ça passe dans le monde et d'être responsable de qu'est-ce que ça passe dans le monde. Être responsable ça veut dire d'être informé de qu'est-ce que ça passe et de pouvoir intervenir pour changer les choses. De cette façon, nous n'avons pas le pouvoir de changer les choses. Et c'est ça. Moi, j'aimerais rajouter que Démocratie Réelle maintenant, alors en espagnol Democracia Realia, c'est un collectif qui est né en Espagne. Bon, je ne sais pas si on peut l'appeler collectif. C'est un groupe de gens qui a commencé en Espagne, qui faisait des performances pour dénoncer la démocratie qu'on a maintenant, avec un groupe qui s'appelle Malestar. Malestar en espagnol. Ah, et en français. Bref. Mal-être. Ouais. Mal-être. Et qui faisaient des performances dans la rue. Ils essayaient de donner des tracts à les gens pour qu'ils voient. Et c'est ce collectif, ce groupement de gens qui ont commencé les campements en Espagne. Et c'était quand ça? C'était le 2 ou 3 mois avant que le 15 mai. D'accord. Bah après, il faut dire qu'il y a aussi plusieurs tendances dans le mouvement espagnol. Il y a plutôt les démocraties réelles maintenant, donc plutôt dans une perspective réformiste de la société, dans le changement. Et après, il y a plutôt la Acampada, donc le campement, le groupe qu'il y avait, sont plutôt pour un changement révolutionnaire de la société. Et après, il y a les indignés qui regroupent ces deux tendances, je crois, aux assemblées. Bon, dans les indignés, il y a plusieurs choses. En Espagne, il y a par exemple un groupement d'indignés que c'est Stop Desahucios. Alors Stop des logements, qui ils font pas exclusivement, mais ils se disent surtout quand il y a un délogement d'une famille ou un problème comme ça, parce qu'ils peuvent pas la payer vraiment. Et ils se retrouvent dans la rue, ils vont juste avant le délogement et ils aident, ils essayent que la police rentre pas, les mettre dehors. Il y a aussi pris à la gorge pour l'hypothèque, ils se dédient à défendre les droits des gens qui ont des hypothèques que vraiment ils sont pas justes, c'est impossible de payer ce qu'ils demandent. Et il y a plein de groupes d'indignés qui se dédient à ça, ou pas, qui sont pas avec le nom d'indigné dessus, mais qui sont aussi indignés avec quelque chose. Alors comme on est tous, en gros on est tous des indignés, c'est ça. Il a construit beaucoup. Avec la libéralisation du marché immobilier, il y a plein de maisons vides. Il y a des gens sans maison. Pourquoi? Pourquoi mettre à la rue les personnes s'il y a beaucoup de maisons nouvelles? C'est d'un côté pure spéculation, comme un bâtiment vieux qu'ils vont reconstruire ou vendre pour des jours financiers que je ne sais pas comment on fait. Et pourquoi une famille doit abandonner sa maison? C'est injuste. Du coup, rejoindre les indignés, c'est pas s'enfermer dans un mouvement avec un programme bien défini et tout. C'est l'occasion pour chacun de venir exprimer son mécontentement et de construire ensemble, justement, de mettre sa pierre à l'édifice et de contribuer à la construction de quelque chose de nouveau, de différent. Oui, c'est exactement ça. Ouais, le but, c'est vraiment que tout le monde ait droit à la parole. Les assemblées fonctionnent de manière horizontale, que tout le monde a le pouvoir de décision et le pouvoir de parole. Donc tout le monde peut trouver sa place, en fait. Donc, le but, c'est d'exclure personne. Il y a tout le monde qui a sa place dans ce mouvement-là, quel qu'il soit. Non nos mires unete.
Ne nous regarde pas, rejoins-nous. Voilà, c'est le slogan qu'ils avaient en manif. A ti que nos estás mirando también te roban. À toi que tu es en train de nous regarder, ils te volent aussi. Et du coup, je pense que c'est hyper important d'expliquer ce fonctionnement-là parce qu'on n'est plus habitué en fait à pouvoir trouver sa place et s'exprimer hyper librement. C'est peut-être ce qui explique aussi que le mouvement en France, il met du temps à prendre. C'est pas forcément, enfin tout le monde, je pense, a des raisons de s'indigner, mais prendre sa place dans la société, finalement, aujourd'hui, on n'y a pas été habitué. Et c'est pas forcément évident du coup de se dire bah ouais tiens à partir d'aujourd'hui je peux rejoindre tel groupe, je peux m'exprimer, je peux dire moi ce qui me convient pas et ce que j'ai envie et d'exprimer ouais comment on verrait les choses pour demain, non, enfin ça paraît dingue mais je pense que c'est pas non plus ancré du coup en nous d'avoir ce type de fonctionnement, même si justement on est en démocratie et que c'est la base normalement de ce type de fonctionnement. C'est ce qui paraît un peu dingue quoi. C'est facile d'expliquer. On dit tout le temps ils nous ne représentent pas. C'est nous-mêmes qui nous représentons chacun. Et on marche comme ça. Si tu veux te représenter, c'est facile, t'as ta place dans le mouvement. C'est tellement vrai que cette chose que tu as dit, que la première assemblée, quelqu'un en Bologne a dit ça. Et nous faisons quelque chose que ni l'école, ni ningún lugar. On fait. Il y a toujours quelqu'un qui parle et nous écoutons. Mais parler avec nous, ni à l'école, ni... Ça passe déjà par une prise de conscience de la société actuelle, je pense. Tout le monde s'indigne en soi quand il est devant sa télé ou quand il attend à la poste, ça met 30 ans. Tout le monde est indigné, mais le but c'est que ça devienne une indignation collective. Que les gens se retrouvent pour s'indigner, c'est ça qui manque en fait. Et du coup je pense que donc il y a la question de la prise de conscience et il y a aussi la question de changer soi-même pour après avoir la prétention de changer le système actuel. Je sais pas, je pense qu'on a bien balayé le sujet. Enfin, encore une fois, si vous voulez rajouter quoi que ce soit, c'est vraiment libre. L'idée c'était vraiment de donner une vision assez objectif du mouvement, parce que je pense que même ceux qu'on a un peu entendu parler, je pense que ça peut être hyper réducteur tout de suite. Tu sais, tu penses à mouvements sociaux, c'est un truc où tu te retrouves tout de suite cloisonné dans quelque chose de déjà figé et défini en amont, alors que là c'est absolument tout sauf ça. Et à la limite, c'est vraiment après chacun à prendre ses responsabilités et d'oser y aller pour s'exprimer, pour construire un autre chose quoi. Je suis en train de penser quelque chose, un pensement personnel, que la dignité est donnée pour le travail. Chacun doit travailler, être libre dans le travail. Et quelqu'un qui vit sur le travail des autres, c'est quelqu'un qui vole la liberté des autres. Et vous, dans la vie, vous faites quoi ? Moi, j'ai étudié de l'art et là j'habite perdu complètement au milieu de la montagne dans une maison et je suis dans une association qu'on travaille pour l'éducation libre. On fait des ateliers de théâtre, de cirque, moi personnellement je fais celui de peinture et je me dédique à ça. Et là j'ai un petit projet pour voyager un peu. Mais du coup tu as un travail de salarié, tu es rémunéré pour ce que tu fais ? Oui, mais il y a plein d'ateliers que je fais que je suis pas payée, mais j'adore les faire alors je les fais quand même. J'étudie et je suis en train d'écrire mon dernier travail pour l'école, pour l'université. D'accord. Et moi, je suis auxiliaire de vie à Perpignan et du coup j'ai arrêté mon travail pour rejoindre la marche et aller un peu partout en Europe pour voir comment ce mouvement prend un peu partout en Europe et d'essayer de faire un travail d'info et de communication en France, quoi, pour dire que ça bouge un peu partout dans le monde et qu'il y a des résistances
localement, comme le poulailler ici par exemple, c'est déjà une résistance qui remet en question pas mal de choses. Et c'est quoi ton prénom? Kevin. Kevin et... Biagio. D'accord. Et justement, alors je sais pas si on peut en parler ensemble, est-ce que vous pouvez dire un mot sur ce lieu, le poulailler à Ivry? Vous pouvez en parler un peu ou Merci beaucoup. Merci. Déjà, premier message. Bah on a eu un super accueil, très chaleureux. Ils nous ont ouvert les bras quoi, alors qu'on n'avait pas d'hébergement en soi hein, sur Paris. On était un peu dans la merde quoi. Du coup, ça fait depuis bientôt une semaine, je crois, qu'ils nous hébergent. Et puis ça apprend à vivre ensemble quoi, parce que c'est un squat en fait. Ouais, c'est un squat. Ouais. Du coup, voilà, enfin, super. Quoi. Ok. Bah, ça roule.